dans cette émission, l'autre journal avec nos invités Luc Avaki et Ferdinand Haïté. Nous allons maintenant parler d'un sommet qui a été organisé à Lomé la semaine dernière. Il s'agit du sommet de l'Organisation mondiale pour la santé. Et le chef de l'État togolais a reçu un prix parce que le Togo a réussi à éliminer certaines maladies tropicales, comme on les appelle. Voilà, nous ne nous intéresserons pas à ce prix ni à ce sommet, mais nous nous intéresserons aux infrastructures sanitaires au Togo. Nous en avons longuement parlé dans cette émission, l'autre journal. Oui, Ferdinand, aujourd'hui, dans quel état se trouvent nos hôpitaux, nos centres de santé? Non, je pense qu'il faut d'abord parler du sommet, puisque c'est un sommet qui a eu lieu pendant presque une semaine dans notre capitale et qui a fait l'objet de beaucoup de propagande, si je peux parler ainsi. On nous a montré que M. Fogna Simbe a eu un prix pour honorer le Togo, parce que le Togo est l'un des tout premiers pays au monde à avoir éradiqué 4 maladies tropicales, notamment la filariose africaine, la maladie de sommeil, le ver de Guinée et puis le trachome. Et donc tout ça a traîné une sorte de propagande dans tous les sens. Et puis au bout, on a voulu faire croire que parce qu'on a éliminé ces 4 maladies, que le système de santé de notre pays est le meilleur au monde, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Bon, le Togo a éliminé 4 maladies, c'est une bonne chose, il faut en prendre note. Maintenant, ça c'est l'arbre qui cache réellement la forêt. Et ça aurait été intéressant que le directeur général de l'OMS et toute la délégation qui l'accompagnait fassent au moins un tour dans un centre de santé à Lomé avant de partir, ne serait-ce qu'en visitant le plus grand centre hospitalier de la capitale, qui est le CHU Sylvanus Olympio, pour voir si cet hôpital répond aux normes de l'OMS au moins avant de partir. Malheureusement, je n'ai pas vu d'image. Et donc, c'est bien de tenir les sommets, c'est bien de faire un peu de boucan quand on reçoit les prix, de faire beaucoup de propagande, de dire que oui, on est le meilleur. Au moins, le Togo a été premier au moins au monde pour de quelque chose, quoi. Bon, ça il faut féliciter les responsables pour cela. Maintenant, après, les structures sanitaires sont dans le même état, sinon encore plus en délabrement aujourd'hui. Ceux qui ont pris l'habitude d'aller régulièrement au CHU Sylvanus Olympio, ils constatent l'état dans lequel se trouve cet établissement qui est le plus grand de Lomé. Et cela, c'est en même temps l'image de toutes les autres structures de santé de Lomé jusqu'à Dapan. Et ça ne fait pas honneur à notre pays que 60 ans, 62 ans après les indépendances, on soit encore à ce niveau-là. Vous voyez ce que les gens font dans les pays voisins, les hôpitaux, les centres de santé, les hôpitaux spécialisés pour lutter par exemple contre le cancer, contre certaines maladies aujourd'hui. Mais nous, on est encore à une étape vraiment préoccupante, et je pense même que le personnel aujourd'hui est à bout. Le personnel de santé est à bout. J'ai appris qu'il y a beaucoup de revendications qui sont sur la table du ministre de la Santé qui ne réagit pas. Il y a comment je dirais ça, il y a des mouvements d'humeur qui risquent d'arriver dans les jours à venir parce que le personnel est à bout. Et donc, vous arrivez au centre hospitalier de Lomé-Tokoin, vous voyez bien que dans certaines structures, il n'y a pas de matériel. Et le bloc polyvalent, le bloc polyvalent qui a accueilli l'ex-ministre de la Santé qui est décédé il n'y a pas longtemps, est en manque de beaucoup de choses. Or, c'est un bloc qui a été créé pour faire des interventions. Et les urgences, il a fallu que de bonne volonté aillent voir le PNUD, pour que le PNUD vienne renouveler les urgences au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, la natalité, là où les femmes accouchent, là, excuse-moi, la maternité, vous allez là-bas, les femmes accouchent toujours encore dans les conditions difficiles. Au niveau de la natalité, il n'y a pas assez de lits pour les enfants.
et au niveau de la traumato, pas assez de lits pour les accidentés, alors que nous avons un taux d'accidentés qui augmente tous les jours à cause des motos et des accidents que nous vivons dans la capitale. Donc, fondamentalement, il y a un gros souci au niveau du plateau technique et des infrastructures. Maintenant, ce prix ne saurait cacher cette réalité. Et cette réalité est toujours là. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle la plupart de nos dirigeants qui ont utilisé ce prix pour vanter leur propre mérite et dire ce qu'ils ont dit là, ils ne vont pas se soigner dans les structures de santé publique, ils ne vont jamais là-bas. Si c'est autant, si ces structures sont autant performantes, ont autant de matériel, et les gens ne sortiraient pas pour aller se soigner ailleurs ou dans les cliniques privées. Donc moi, je trouve que tout ce qu'on dit ici depuis des années sur les infrastructures hospitalières, c'est toujours le même. Rien n'a évolué en réalité, rien n'a évolué, à part les discours. À part les discours, rien n'a évolué. Et c'est vraiment dommage pour notre pays, quoi. Merci beaucoup. Luc, le sommet sur la santé, c'est bien, mais le centre de santé... Ouais, moi je préfère prendre le principe d'organisation d'un tel sommet comme étant un défi que nos gouvernants ont décidé de se lancer. Parce que vous voyez, vous pouvez peut-être tromper la vigilance des gens, ce n'est pas un souci. Mais si vous arrivez à vous tromper vous-même, c'est que vous êtes perdu. Donc, en tant que citoyen togolais, on ne peut pas perdre de vue, comme l'a dit à l'instant Ferdinand, la réalité que nous vivons sur le plan sanitaire. C'est vrai qu'il nous est annoncé un hôpital de référence en perspective. Malheureusement, sa gestation cause toujours problème. Et il est devenu docteur Lafia, c'est ça, non? Ce n'est plus Saint-Périgrin, c'est docteur Lafia. D'accord, ok. Donc, espérons tout simplement que l'on a pris la mesure de l'enjeu qu'il y a derrière cette question de la santé. Alors, pourquoi en fait cette question elle est fondamentale dans une gouvernance d'État? Elle est fondamentale tout simplement parce que l'État ne peut prospérer que si il administre des citoyens qui sont en bonne santé. Quand vous n'avez pas de santé physique, vous n'avez pas de santé mentale, vous n'avez pas de santé émotionnelle, vous n'avez aucun apport. Donc la clé de la vie même de l'être humain, c'est la santé. Cela fait que c'est lorsque vous êtes malade que vous vous rendez compte de combien la santé est précieuse. Une fois que vous êtes malade, vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes immobilisé, vous devenez un cas social, une charge, aussi bien pour l'État que pour votre famille, en tout cas pour la société dans son ensemble. Donc l'intelligence voudrait qu'on investisse de façon conséquente sur la santé de la population. Parce que c'est par ce créneau qu'on finit par avoir des citoyens capables de contribuer à la création de la richesse nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, si on parle de ce principe-là, je pense que nous avons fait faillite quand même, après autant d'années d'indépendance, que nos infrastructures sanitaires soient dans cette situation-là. Et la Covid nous a permis de nous rendre compte du caractère aussi fragile, de la vulnérabilité et de toute la situation précaire dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et donc, je pense que ces genres de situations doivent être des déclics, des défis que la gouvernance se lance pour qu'ils commencent à investir intelligemment dans les infrastructures sanitaires parce que de là viendra précisément la richesse qu'ils peuvent attendre logiquement, en tout cas le rendement qu'ils peuvent attendre logiquement des citoyens. Un citoyen malade ne peut pas contribuer à la création de quoi que ce soit, ne produit rien, mais consomme toujours. Vous voyez? Donc, je pense vraiment que nos gouvernants doivent prendre, il faut sortir de la propagande. C'est une bonne chose qu'on nous dise que, ben, écoutez, le Togo a éliminé certaines maladies. Je ne sais pas si elles existent quelque part aussi, parce que, bon, ces maladies, franchement, on n'en parle plus du tout. Donc, si le Togo a été un des rares pays au monde à éliminer cela, on ne peut que s'en féliciter. Mais on ne peut pas oublier qu'au-delà de tout, le personnel soignant dans nos infrastructures a toujours grogné, qui a toujours eu des grèves, qui a eu des plaintes et des complaintes en ce qui concerne le plateau technique, en tout cas les conditions de travail et même de vie du personnel qui peut
soigner précisément la population. On ne peut pas oublier non plus que le sacerdoce qui entoure la question du soin des citoyens n'existe plus pratiquement dans nos infrastructures sanitaires. Parce que, tel que nous apprenons les informations au sein de notre société, c'est que si vous voulez vraiment voir de vrais voleurs, c'est dans les centres de santé, dans les hôpitaux, etc., où on vole les produits qui sont destinés à soigner les patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des défis à relever à tous les niveaux possibles. Aussi bien dans le traitement salarial du personnel que dans leur traitement psychologique même, de manière que les gens prennent au sérieux le caractère sacerdotal de... Ce n'est pas pour rien que les médecins prêtent serment. C'est parce qu'il s'agit de travailler sur la vie de l'être humain. Et en tant que tel, on ne peut pas badiner avec. Donc, le personnel soignant ne peut être dans cet état d'esprit que si de haut, l'on impulse une dynamique qui montre qu'on accorde un intérêt particulier à la santé des citoyens, qui sont une richesse précieuse pour la vie même de la nation. Vous voyez? Donc, je considère vraiment que, tel que les choses se sont passées, la Covid nous a révélé, nous avons tous vu tous nos manquements et toutes nos limites. Il ne sert plus à rien de se tromper, d'être dans les illusions. Il faut être dans le concret, faire en sorte que ce soit plutôt les citoyens qui se vantent des réalisations des gouvernants en ce qui concerne ces infrastructures sanitaires, en tout cas le domaine de la santé, tout comme les autres domaines de la vie, plutôt que ce soit de l'extérieur qu'on vienne nous attribuer des prix. Il faut bien que les citoyens soient en mesure de porter des témoignages sur les grandes réalisations, sur la vision des gouvernants, sur leur engagement et leur disponibilité à s'occuper véritablement de la santé physique, mentale, émotionnelle des citoyens. À partir de ce moment-là, on aura une fierté que, bon voilà, nous avons la légitimité qu'il faut parce que le peuple se montre reconnaissant, parce que nous avons des mérites, parce que nous avons réalisé, etc., etc. Sinon, les prix, c'est bon, on va vraiment se féliciter que le Togo ait eu un prix de ce genre, mais c'est beaucoup mieux que ce soit la population à l'interne qui, sur la base de son vécu, des réalités qu'elle expérimente, donne le prix, ne serait-ce que par témoignage de ce qu'elle voit. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Et Ferdinand, au-delà de cet délabrement de nos infrastructures sanitaires, il y a aussi une autre question. Luc l'a référé tout à l'heure, c'est la gestion même de nos centres de santé, de nos hôpitaux. Je me rappelle, il y a quelques semaines, ce sont le personnel d'un hôpital de la région maritime qui était venu nous voir dans cette rédaction pour parler, dénoncer la gestion qui est faite de leur centre de santé. Oui, c'est-à-dire que l'hôpital au Togo est autant malade que le pays. C'est ce qu'il faut dire. Et on ne sait pas qui a la solution pour guérir tout ça. Avant d'en arriver sur la question que vous avez posée, vous voyez, il y a de plus en plus de Togolais aujourd'hui qui vont se soigner au Ghana. Et beaucoup de Togolais, si vous faites votre petite enquête, vous verrez que nous avons beaucoup de citoyens togolais aujourd'hui qui franchissent la frontière pour aller se soigner à Sogankopé, pour aller à Ho, pour aller à Plao, même ici, où il y a des hôpitaux de district qui sont même mieux équipés que le CHU Sylvanus Olympio. Donc les gens préfèrent aller de l'autre côté pour se soigner. Les gens préfèrent même, dans cette perspective, les gens font tout ce qui vivent le long de la frontière et qui ont peut-être la chance d'avoir les deux nationalités, font tout pour avoir la carte d'identité ghanéenne qui leur permet de se soigner au Ghana à moindre coût. Et donc, quand c'est comme cela, ça veut dire que de ce côté, il y a fondamentalement un problème. Si vous sortez de Lomé, vous allez au Ghana et vous visitez quelques centres de santé au Ghana et que vous revenez au Togo ici, la question que vous allez vous poser est de savoir où est-ce que nous sommes. Nous en sommes où? Pourquoi nous sommes si en retard? Donc, sur le plan même des infrastructures, je ne dirais pas que c'est un désert complet, mais nos infrastructures sont totalement en délabrement un peu partout. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait des projets de grande envergure pour équiper les hôpitaux, pour changer les plateaux techniques, pour changer les lits, pour changer les matelas. Je ne sais même plus à quand ça remonte, voyez-vous. Depuis là, on n'entend que des discours. Le centre traumatologique, le service traumatologique de CHU Campus, je te dis que ça n'a que 5 lits.
Si il y a plus de blessés que 5 personnes, vous êtes à la maison. Le médecin vous programme plus tard, vous traînez le mal. Si vous avez l'argent, vous allez dans une clinique privée. Voilà, alors que Dieu seul sait que les gens n'ont pas d'argent pour aller dans les cliniques privées. Voilà, donc sur le plan des infrastructures, c'est la catastrophe. Et ça, un prix ne peut pas venir effacer ça, voyez-vous. Maintenant, le personnel lui-même, c'est un autre problème. C'est un problème aussi assez complexe. D'abord, le personnel, ses conditions de travail, dans un environnement stressant, difficile, il n'y a pas de moyens, le matériel ne répond pas, les infrastructures ne sont pas là, mais la moralité aussi du personnel, lui qui venait de le dire, des gens qui s'organisent pour truander les patients, pour voler les médicaments, ou bien des gens qui savent que ce patient, il va mourir. Il va mourir, mais à 2 heures, 3 heures du décès, on prescrit une liste de médicaments aux parents qui courent dans une des pharmacies les plus proches, qu'ils achètent. Dès que les parents arrivent, on dit que le malade est décédé. On prend les médicaments. On prend les médicaments, ou bien on organise une certaine... je sais pas, on organise un scénario, on vous prend les médicaments. Vous savez, celui qui perd un parent, il est paniqué. Pendant qu'il est paniqué, il court dans tous les sens. Il essaie de voir comment est-ce qu'on va transférer le défunt à la morgue et tout ça. On subtilise les médicaments qu'on revend après à d'autres patients. Donc cela pose même le problème même de la moralité de ceux qui fonctionnent dans ces structures-là. Aujourd'hui, il y a aussi le phénomène WhatsApp. Vous allez à l'hôpital, les gens sont en instance d'accouchement, il y a des gens qui manipulent le téléphone, ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans le service public. Ils ne se rendent même pas qu'ils sont dans le service public, c'est-à-dire qu'ils sont là pour servir. C'est comme vous êtes venu l'embêter dans son empire. Quand vous vous dites, mais monsieur ou madame, il y a le malade qui est là, il ne commence pas à vous gronder. Donc il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler. Et tout ça, c'est une question de valeur. C'est une question d'imprimer une vision dans le pays. Les autres pays sont en train de le faire, les voisins sont en train de réussir. Pourquoi nous devons être des individus particuliers sur la planète? Pourquoi les Béninois réussissent? Pourquoi les Ghanéens réussissent? Pourquoi peut-être les Ivoiriens réussissent? On discipline les gens et que chez nous, il n'y a rien qui se passe, voyez-vous. Parce que justement, à travers les concours, à travers le mode de recrutement, la fraude et le népotisme qui a concouru au recrutement de tous ces gens-là. Chacun a un pied sur un caillou. Le jour où tu commences pas à gronder quelqu'un, il a un frère derrière lui, il a un baron derrière lui, je suis le frère de celui-ci, je viens de tel village, je suis de ceci. Et donc, tout ça a dénaturé notre administration, a fait qu'aujourd'hui, nos services publics sont totalement à terre. L'accueil, le service rendu, la reddition des comptes, les responsabilités, les gens s'en foutent. Tout ce que les gens savent, c'est que je vais aller au boulot le matin, que je travaille bien ou pas, à la fin du mois, j'ai mon salaire. Que quelqu'un meurt ou pas, on s'en fout, parce qu'ils sont habitués à voir les gens mourir, voyez-vous. Donc, il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas en annonçant qu'on construit un hôpital pour la minorité quelque part dans la banlieue de Lomé qu'on va régler le problème. Quand on parlait tout à l'heure de logement, et Luc évoquait la question de raser certains quartiers, vieux quartiers, pour faire des projets de grande envergure, ça concerne aussi les centres de santé ou les hôpitaux. Au Burkina, par exemple, on a rasé tout un quartier pour implémenter le projet Zakaz, qui n'est pas trop loin du boulevard Kwame Nkrumah, où on a construit des immeubles, on a construit un grand centre d'affaires, des banques et tout. Donc, ici, il faut des gens visionnaires pour se dire, bon, nous avons des structures de santé qui ne tiennent plus, soit on va les rénover, ou soit nous mobilisons de l'argent pour en construire de nouveaux hôpitaux vraiment modernes, avec toutes les commodités, tous les moyens et tout. Ou bien, comme la ville est en train de s'étendre à une vitesse exponentielle, nous réservons des espaces dans la périphérie de la ville où on ne commence pas à implémenter des grands centres hospitaliers. Les autres le font, le Ghana le fait, à Accra, dans la région d'Accra, on décentralise les structures de sanitaires. À Abidjan, même chose. Cotonou, pareil. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, ce n'est pas en faisant la propagande qu'il y a un prix et que bon, on danse, qu'on règle le problème. Tout le monde vit chaque jour que Dieu fait
la question de nos centres de santé, le délabrement de nos centres de santé, tout le monde en est victime. Il suffit que vous ayez un frère ou un cousin ou un parent à l'hôpital et que vous vous rendez à l'hôpital, vous allez voir les conditions. D'ailleurs, même l'environnement hospitalier. C'est-à-dire que l'odeur même, il y a même un problème d'assainissement. Vous allez à l'hôpital, vous n'avez même plus envie d'y retourner. Pour quelque raison que ce soit. Les égouts, le traitement des déchets, le traitement de l'eau, tout ça, on ne sait même pas à quoi ça répond. Et donc, il y a fondamentalement un problème et nous devons retroucher nos manches pour travailler plutôt que de faire beaucoup de bruit. Donc voilà, les autres sont en train d'avancer. Nous, on fait du bruit. Ce n'est pas parce que nous avons fait le sommet, nous avons reçu les gens de l'OMS à Lomé que ça va changer quelque chose dans notre vie. Mais les autres ne reçoivent pas, mais ils sont en train d'évoluer. Ils construisent les hôpitaux, ils équipent les hôpitaux. Quand nous avons eu la Covid, et Luc l'a dit tout à l'heure, c'était une chance formidable pour nous de changer même de paradigme. Il y a des ministres qui sont allés sur des médias ici. On fait beaucoup de bruit en disant que nous avons commandé des respirateurs, on a commandé des scanners, qu'au bout de 3 mois, on aura les scanners partout. La Covid est en train de finir, vous en avez vu? Vous avez vu des scanners? Ils sont revenus vous dire, les scanners, parce que quand un ministre vient pour dire qu'ils ont commandé, c'est qu'effectivement, on a débloqué de l'argent. Ou bien, et donc logiquement, le matériel doit rentrer au pays. Mais jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez vu des traces de ce matériel-là? Ne serait-ce que les scanners. C'est maintenant qu'on dit qu'on a lancé un nouvel appel d'offres pour acheter des scanners pour certains hôpitaux, Lomé, Kara, je ne sais pas où. Alors qu'aujourd'hui, quand on est ministre, qu'on vient faire des annonces comme ça, et qu'au bout du compte, il n'y a rien, il faut revenir rendre compte aux gens. Donc voilà, on est dans la propagande. Les autres ne font pas de propagande, les autres travaillent et les résultats sont là et les populations voient les résultats. Quand vous laissez les structures de grande envergure, les CHU, et après vous passez au CHP, les centres hospitaliers de préfecture, vous voyez dans quel état ils sont? Vous avez vu à Tchévier là-bas, il y a même un élu municipal là, qui a fait du bruit, il y a quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux, il interpelle directement fort par rapport à la gestion du CHR de Tchévier. On a reçu les gens ici. Vous descendez maintenant au niveau des CMS. Vous voyez dans quel état ces choses-là sont. C'est des cases de santé, ce n'est même pas des... Oui, c'est des cases de santé. Franchement, c'est des cases de santé. Et vous allez dans certains villages, on vous dit que l'infirmier est parti au champ. Quelqu'un est arrivé parce qu'il y a une morsure de serpent que l'infirmier est parti au champ. Il faut que quelqu'un prenne un vélo, aille le chercher. Et même le sérum antivénineux, même, pour le trouver, c'est la croix à la bannière. Le temps que l'infirmier ne revienne du champ, la personne est décédée. Voilà les réalités de notre pays. Donc voilà. Non, tel qu'il a décrit, ça veut dire que même quand on n'est pas malade, il suffit de passer un séjour dans un hôpital pour tomber malade. Les moustiques, les salubrités, tout ça, les moustiques. Les risques sont là. Je crois que j'avais donné un exemple un jour ici dans une émission en disant que j'ai une sœur qui a une fille à Ouaga qui était indisposée. Et donc elle a dû faire un mouvement sur le Burkina. Et donc elle est étrangère, elle va et puis on les amène dans le plus grand hôpital de Ouaga. Vous imaginez qu'un pays enclavé comme le Burkina, les produits qu'on prescrit aux patients dans l'enceinte de l'hôpital sont gratuits. C'est-à-dire qu'il suffit que vous preniez votre ordonnance, vous allez à la pharmacie de l'hôpital, vous tendez votre ordonnance et on vous donne les produits gratuitement, comme cela se faisait un peu au Togo avant les années 90. Ouais. Voyez-vous, à moins que le produit ainsi prescrit ne se trouve pas dans cette pharmacie, alors vous serez obligé précisément de sortir à l'extérieur pour pouvoir vous acheter le produit en question. Deuxième chose, elle est étrangère, donc elle ne connaît même pas les coins, là où se trouve la pharmacie. Vous imaginez qu'on a mis à sa disposition, parce qu'elle a dit, ah, je suis étrangère, on a mis à sa disposition un des infirmiers, une infirmière qui l'oriente en tout. Disponibilité manifeste, propreté, soins. C'est-à-dire que l'assainissement au sein de ce hôpital, moi je n'aurais pas cru si ce n'est pas ma soeur à moi qui me le racontait. Elle-même, elle n'a pas été à l'école, mais elle a été tellement émerveillée, marquée, qu'elle a été obligée de porter ce type de témoignage-là. Lorsque vous recevez ce genre de témoignage, alors vous vous dites, mais écoutez, comment les autres font? Comment font-ils pour être dans ce genre de performance? Alors qu'en réalité, la nature ne les a pas gâtés, comme elle nous a gâtés autant ici.
Nous avons les infrastructures que beaucoup d'autres n'ont pas. Un port en eau profonde, beaucoup d'atouts, et nous sommes censés générer suffisamment de richesses. Et donc, ces richesses-là doivent servir la cause de la population elle-même. Et donc, cette cause-là, c'est entre autres la santé, l'éducation, l'alimentation, etc., etc. Et donc, si à tout point de vue, nous présentons autant de carences, on est obligé de questionner la gouvernance elle-même. Parce que la vocation du dirigeant, quoi que l'on dise, est fondamentalement de chercher l'épanouissement de la population. Et cet épanouissement-là ne peut avoir lieu autrement qu'à travers la santé, à travers l'éducation, à travers l'alimentation, etc., etc. Et donc, comme on l'a déjà dit, on risque de se répéter, ce n'est que par le témoignage de la population que le dirigeant peut avoir le baromètre lui permettant de se dire s'il est sur la bonne voie ou non. C'est vrai, nous ne pouvons pas vivre de façon isolée et donc nous dépendons beaucoup des autres. Le regard des autres n'est pas à négliger, mais le regard principal dont le dirigeant a besoin, c'est celui de sa propre population. C'est là-bas qu'il a son baromètre. C'est là-bas qu'il peut faire l'évaluation la plus juste possible. Alors, si des gens, pour une raison ou pour une autre, vantent nos mérites, alors qu'à l'intérieur, ceux pour qui nous sommes là, c'est-à-dire la raison d'être du dirigeant, c'est d'abord la population qui existe. Il n'y a pas de dirigeant s'il n'y a pas de peuple. Et donc, si à l'intérieur, il y a des grognements, il y a des manquements qui sont dénoncés, il y a des situations qui sont quasi insupportables, alors c'est comme si le dirigeant n'était pas conscient de sa vocation. Donc, or, on ne peut pas le dire de façon formelle comme ça, c'est peut-être parce que on n'a pas le management nécessaire. On ne s'appuie pas sur les manettes qu'il faut pour pouvoir travailler sur la réorganisation de la société, pour créer une conscience nationale autour des valeurs dont nous avons besoin. Parce que quand on parle quand même de la moralité du personnel soignant, ça pose fondamentalement un problème. On ne peut pas concevoir que dans le secteur où il est question de travailler sur la vie humaine, qu'il puisse avoir un problème de moralité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut donner l'exemple en punissant sur les questions, et puis donner vraiment une direction qui soit claire, et prendre des dispositions pour implémenter la vision qu'on porte. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, il y aura une démobilisation. Chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il sait qu'il y a un laisser-aller, qu'il y a du laxisme, qu'il y a de la complaisance, qu'il y a du népotisme. Mais comment vous pouvez gouverner dans ces conditions-là et avoir votre marque dans la vie de chaque citoyen si vous-même, vous ne travaillez pas sur vous pour être véritablement présent dans la vie des citoyens et leur montrer une orientation autour de laquelle doivent alors graviter l'ensemble des consciences. Vous voyez? Donc, il y a un travail sérieux. Je comprends parfaitement qu'on soit dans cette situation-là parce que la population n'est pas enrichie par la vision et par les exemples inspirants au sein de l'appareil même de l'État. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est un vrai défi pour nos dirigeants et il va falloir qu'ils s'engagent véritablement à assumer leur vocation, leur mission, qui permet alors de commencer à travailler sur la conscience de la population, à la réorganiser et à la focaliser autour des idéaux qui sont véritablement porteurs. Autrement, nous aurons des problèmes dans tous les domaines. Et vous voyez que, justement, à tous les niveaux, on peut déceler des problèmes de même nature que ceux-là que nous sommes en train de décrire dans le secteur de la santé. Donc, vraiment, les prix, on s'en félicite, mais franchement, c'est beaucoup mieux d'avoir des résultats. Oui, Isidore, tu vois les pays sahéliens, accessoirement peut-être le Ghana et d'autres pays, lorsqu'on recrute des gens, ils font forcément le service national ou le service militaire, que ce soit la magistrature, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit dans les fonctionnaires des services de santé. On prend au moins 2 ou 3 mois, vous allez au service militaire, on vous inculque les valeurs de la République, qui sont le patriotisme, l'intégrité, résister à la corruption et tout ça. C'est comme ça qu'on forme une nouvelle génération de citoyens qui font passer le pays avant eux-mêmes. Mais chez nous ici, les concours même déjà sont faussés. L'année dernière, nous avons dit ici, on faisait un concours de ENAM ou je ne sais pas quoi. Les dés ont été même déjà pipés
avant même le concours, les gens ont donné de l'argent à des réseaux qui sont parmi les examinateurs avant même que le concours n'ait lieu. Donc, ceux qui sont allés compétir normalement, intelligemment, et qui ont réussi, on les a mis de côté. Donc, les gens qui ont réussi, c'est ceux qui ont donné 50 000, ceux qui ont des parents, et tout ça. Et donc, quand vous enrôlez des gens comme ça dans des centres de formation, au bout de la chaîne, quand vous les formez, ils savent que ce n'est pas des parents qui sont arrivés, ils n'avaient pas forcément le mérite. Et donc, quand on les largue dans les centres de santé, ils font n'importe quoi, les femmes comme les hommes. Donc, il y a une nécessité dans ce pays, hein, parce que je vois généralement, on dit, oui, journée du civisme, il y a un programme comme ça dans un ministère là où il y a une ligne budgétaire que les gens dépensent pour des futilités, alors que le civisme... des droits de l'homme. Voilà, alors que le civisme... La formation à la citoyenneté. Voilà, formation à la citoyenneté. Alors que, en réalité, si on avait des dirigeants visionnaires, on aurait pu anticiper le problème, hein, en instaurant dans ce pays... je sais pas, le service national. Ça peut être le service militaire, ça peut être un service national sans être militaire, mais on forme les citoyens avant de les déverser dans l'administration. On forme les étudiants avant même qu'ils n'aillent à l'université. Dès que vous avez votre bac, vous avez un mois de service national. On vous forme aux valeurs de la République. On vous forme en tant que citoyen. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien. Voyez-vous, par exemple, actuellement, il y a même plus de jobs de vacances. Les enfants qui ont eu le bac sont à la maison en train de traîner. Alors que si le pays avait un programme de service national, pendant les vacances, là, un mois, les enfants, on les réquisitionne tous, on les forme. Sous le drapeau aux valeurs de la République. Demain, ils seront des citoyens modèles. Et donc, c'est de la peine perdue que de mettre des lignes budgétaires dans certains ministères pour, je ne sais pas, faire journée de citoyenneté. On donne quelques balais aux gens, un week-end de balais sous des ponts et des rues. Le lendemain, on rejette les mêmes ordures aux mêmes endroits. Et puis on attend encore une autre période, on débloque la même somme. Donc c'est devenu du folklore, voyez-vous. Et donc c'est comme ça qu'on forme un citoyen nouveau. Qu'est-ce que Kagame a fait ? Quoi qu'on puisse lui reprocher, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a fabriqué un nouveau type de Rwandais, fier d'être Rwandais. Les Rwandais n'ont plus besoin de rien aujourd'hui dans le monde. Ils sont respectés parce que la formation même, on leur a inculqué les valeurs de la République. C'est le type de citoyen modèle qu'on a eu pour le pays. Chez nous, tout est en vrac. Tout est en vrac. Donc, dès que vous balancez quelqu'un dans un service au niveau de l'administration, à tous les niveaux d'ailleurs, sa première préoccupation, comment il va détourner de l'argent pour terminer son chantier. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Il dit, bon, moi je vais aller au boulot aujourd'hui, il faut que j'escroque quelques individus qui viennent dans l'administration parce que je dois acheter une moto, je dois terminer un chantier, je dois faire ci, je dois faire ça. Et pourtant, le travail pour lequel il est là, il est payé par mois. Voyez-vous. Et donc, on n'a pas ce type de citoyen. Et donc, si vous n'avez pas ce type de citoyen, vous n'avez pas de résultat. Vous pouvez tout faire, vous n'aurez pas de résultat. Parce qu'au départ, vous avez des gens que vous avez recrutés qui ne donneront jamais de résultat. Observez bien ce qui se passe dans l'administration togolaise. C'est vrai que quand vous recrutez des gens, de temps en temps, avec les nouvelles les mutations dans le monde, il faut mettre les gens au niveau. Mais nous passons dans nos administrations toute l'année, au moins il y a 3 ou 4 mois qu'on utilise pour des renforcements de capacité. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Comment vous pouvez développer un pays si chaque année, une grande partie des budgets des ministères sont engloutis dans les ateliers de validation, dans les renforcements de capacité, dans les séminaires de je ne sais quoi, vous les suivez souvent à la TVT. Et tout ça, chaque année, ça se répète. Et c'est un business que les gens font. Parce qu'il y a même des gens qui sont fonctionnaires, ils sont des responsables dans certains ministères. Ils ne vont même pas. Ils viennent juste émarger à la fin, ils prennent leur part. C'est 30 000, 40 000. Et puis bon, voilà. Et donc, l'hôtel où on loge les gens, le propriétaire de l'hôtel a son business, celui qui est sur le projet, il a sa part. C'est ce business-là qu'on fait dans notre pays. Et finalement, le pays est en train de s'affaisser sur tous les plans. Et donc, quand vous prenez le Togo aujourd'hui, vous sentez que je ne dirais pas qu'on est dans... le mot léthargie même, c'est un euphémisme. Le pays est statique, le pays ne bouge pas. Il n'y a pas un certain dynamisme dans le pays où on sent qu'il y a vraiment une volonté, il y a une vision, et que quand vous arrivez au Togo, 2 mois vous revenez, vous sentez que quelque chose bouge. Au Togo, quand vous venez, même 6 mois après vous revenez, vous ne sentez rien. Vous ne voyez rien bouger, alors que vous allez dans les pays voisins, vous allez 1 mois, 2 mois, vous revenez après, vous voyez que tel endroit, ça bouge, ici ça bouge, ici ça bouge, ici ça bouge. Au Togo,
il n'y a que les slogans. Et on est là, on tourne en rond. Le CHU Tocoin, vous voyez les femmes qui accouchent, leurs accompagnateurs sont obligés de sortir de l'hôpital pour aller acheter de l'eau chaude chez les maisons voisines. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui dure depuis des années. C'est-à-dire que les femmes ont besoin de l'eau chaude pour faire les premières toilettes aux enfants et tout et tout. Mais ceux qui les accompagnent prennent des seaux pour sortir, pour aller dans les maisons qui sont dans l'alentour pour acheter de l'eau chaude. Qu'est-ce qui empêche par exemple aujourd'hui, même avec l'énergie solaire, de mettre un forage là-bas solaire et de donner de l'eau gratuitement aux femmes qui viennent accoucher? Il suffit de faire un forage là-bas, avec énergie solaire, de chauffer de l'eau par le solaire et d'alimenter les femmes. Ça, c'est le plus grand centre hospitalier au Togo, ça. Vous allez à l'intérieur du pays. Vous avez vu le CHI ou bien le CMS d'Akoyen, qui est au bord de la route là. Il a fallu que la presse crie, que les gens aillent prendre des photos là-bas, mais sur les réseaux sociaux, pour qu'on vienne mettre un peu de ciment tout autour pour cacher toute l'insalubrité qu'il y avait dans la zone là-bas. Tiens, là-bas. Mais vous regardez l'enceinte là, vous voyez dedans. Ça, c'est sur une route internationale. Et les autorités passent là-bas tous les jours. Il y a les ministres qui habitent dans le quartier là-bas. Les gens regardent. Tant qu'eux se soignent à l'extérieur, tant qu'eux se soignent dans les cliniques, si c'est une urgence à Lomé ici, le reste de la population là, où est-ce que les gens se soignent, où est-ce qu'ils ne se soignent pas? Ce n'est pas leur problème. Et pourtant, ce n'est pas la volonté qui manque. Il y a même des Togolais dans la diaspora, des gens que je connais, que j'ai même recommandé à certaines personnes, qui sont dans des structures en France, en Europe en général, où il y a des lits d'hôpitaux qui sont là, qui sont des lits qu'on peut encore utiliser ici parce que dans ces pays-là, à une période donnée, on remplace tout. Alors que nous, on a besoin de ça. Les gens ont envie d'envoyer ça ici. Quand ils envoient ça ici, il n'y a même pas de programme pour dire, écoutez, nous allons vous encourager à envoyer ça ici. De payer la douane. On ne peut même pas dire, écoutez, nous mettons un programme en place. Pour vous permettre d'envoyer tout ça. Et nous allons changer les lits dans les villages, les cases de santé qui sont dans les villages qui n'ont pas de lit. Nous allons mettre ces lits là-bas et enlever les lits rouillés qui sont dans les villages dont on ne se rappelle même plus en quelle année on a acheté, pour permettre aux gens d'être soignés dans de bonnes conditions. Dès que des gens envoient ça ici, même à travers des ONG, on leur dit de payer la douane. Et les gens ont arrêté d'envoyer. Les gens ont arrêté d'envoyer. Donc, nous n'avons même pas la volonté d'ouvrir le pays pour que nos propres faiblesses soient compensées par des citoyens qui ont les moyens d'envoyer des opportunités. Donc, finalement, le pays est là, on tourne en rond et on recule tous les jours. Prenez le Togo, sortez du Togo, comparez le Togo avec les voisins. On dit oui, il ne faut pas comparer, mais il n'y a que la comparaison qu'il faut évoluer dans le monde. Avant, on disait qu'on était devant le Bénin. Aujourd'hui, là, vous pouvez... Il ne faut pas comparer, mais si on dit qu'on est les premiers dans d'autres domaines, c'est une comparaison. Oui, c'est une comparaison. Donc, logiquement... On se retrouve aujourd'hui dans ce genre de situation. Le personnel de santé, on a vu au Sénégal, Macky Sall a débloqué la situation en améliorant les conditions de travail, de vie, en augmentant les salaires, en augmentant les primes de contamination et tout ça. Mais chez nous ici, la grogne est toujours là. Mais on a le ministre de la Santé qui lui-même est issu du milieu et qui est là depuis 8 ans. Et rien n'a évolué. La seule prouesse qu'on a réussi à faire, c'est de donner les hôpitaux aux étrangers. Ce qu'ils appellent la contractualisation. Et personne ne fait aujourd'hui le bilan de cette contractualisation-là. Cette contractualisation n'apporte absolument rien aujourd'hui aux Togolais. Donc voilà la situation de nos systèmes de santé. Le ministre se dit satisfait de cette prouesse-là. Voilà, l'autosatisfaction, c'est une façon de se flatter qui ne rend pas compte de la capacité de l'homme à être sincère avec lui. Est-ce que le ministre de la Santé se soigne dans les hôpitaux publics? Moi, je crois franchement que le premier indicateur de la faillite d'une gouvernance, c'est que le gouvernant soit obligé, lorsqu'il a un mal, de sortir du pays pour aller se soigner ailleurs. C'est ça. Les ressources de l'État sont destinées à ça. Je crois que là, je l'ai déjà dit. On ne peut pas concevoir que nous puissions avoir une équipe gouvernementale ou une équipe dirigeante qui fait des dizaines d'années et qui est obligée à chaque fois de sortir du pays pour aller se soigner ailleurs. C'est une faillite parce que logiquement, ils sortent avec les moyens que les citoyens mettent à la disposition comme sous forme de cotisation pour la cause commune. Donc, il n'est pas normal que celui qui a la vocation ou la responsabilité de gérer ces ressources-là dans l'intérêt de tout le monde en puisse
pour aller se soigner à titre personnel, alors que la destination de cet argent, c'est l'investissement dans les secteurs qui concernent tout le monde à la fois. Donc, logiquement, c'est que investir dans la santé, tout comme dans l'éducation, tout comme dans d'autres secteurs, doit être naturel. Doit être naturel. Et si on n'a pas d'infrastructure, ça veut dire que nous tous, là, on se soigne dans les mêmes endroits, puisque l'argent qui sert à soigner nous appartient à nous tous. En principe, c'est ça le principe qui doit gouverner la gestion des affaires d'un pays. Et c'est ça qui responsabilise ou qui amène, si vous voulez, le dirigeant à se rendre compte qu'il doit travailler mieux que ce qu'il fait parce que sa vie, elle le met engagé. Donc c'est une injustice que d'utiliser les ressources de l'État pour aller se soigner ailleurs. Pendant que l'écrasante majorité de la population est obligée d'affronter des situations extrêmement difficiles, sinon insurmontables. Ce n'est pas juste et ce n'est pas cohérent non plus. Vous voyez? Donc, si on doit être vraiment rigoureux, on va se dire non, mais ça veut dire qu'il y a une tricherie. Et cette tricherie-là, il faut la réparer tout simplement en investissant l'argent qui appartient au peuple dans les infrastructures hospitalières et dans tout ce qui peut profiter à tous les citoyens à la fois. Si ce n'est pas le cas, mais attendez, à un moment donné, les gens comprendront que leurs propres œuvres vont même ramer contre eux. Donc, c'est de l'intérêt même du dirigeant d'investir dans ce domaine-là. Parce qu'il n'a de fierté que dans ce sens-là. Il n'a de sens et de raison d'être que par ces œuvres-là. Il ne peut se flatter qu'à travers tout ce qu'il fait dans l'intérêt de la population. Et je ne suis pas heureux d'apprendre que des pays qui n'ont pas nos avantages, nos atouts, nos possibilités, puissent performer dans des secteurs comme ça. Et pendant que nous, on continue de se chercher, on fait des slogans. Il me souvient que le président de la République, lors de son discours de fin d'année, avait annoncé la construction par région des centres de santé, des hôpitaux, etc. Je ne sais pas si les travaux ont commencé quelque part. Je ne suis pas suffisamment informé de ce point de vue-là. La parole présidentielle doit être une parole quasi d'évangile. Sacré. Et c'est ça qui donne en fait toute la crédibilité de la gouvernance. Et donc, avant qu'il ne parle, il faut bien que le terrain ait été au préalable suffisamment étudié et que les lignes soient déjà définies, de sorte que, c'est vrai, on sait qu'il y a des aléas, il y a des imprévus qui viennent percuter les plans, mais si c'est de façon systématique, il nous avait été annoncé les états généraux de l'éducation et de la santé depuis des années. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Si on ne pose pas un diagnostic franc et sincère sur ces genres de secteurs-là, on ne peut pas avoir les solutions. Et aujourd'hui, je peux dire, même si l'État investit des milliards pour acheter les équipements, pour construire des infrastructures, etc., tant qu'il n'aura pas travaillé sur le mental même de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ou même de soigner les citoyens, il n'y aura pas de résultat. Parce que c'est l'homme d'abord qui a la dynamique de toutes choses. Donc, voilà pourquoi nous considérons que la première responsabilité du gouvernement, c'est de travailler sur la conscience de tous ceux qui doivent agir à toutes les échelles de la vie publique. Donc, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas une direction qui est définie, mais on peut nous faire des dons. Là, le Japon va faire des dons, la Chine va faire des dons, les pays vont nous faire des dons. Il n'y aura aucun résultat. La preuve, c'est qu'on nous avait annoncé des scanners. Je crois qu'on a eu acheté quand même dans un programme avec la BIDC un scanner. Non, est-ce qu'il a travaillé? Non. Pourquoi? Parce que justement, la responsabilité de ceux qui gèrent, et ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ce programme n'avaient pas été questionnés. Et donc, ils ont ramassé n'importe quoi. Et le scanner qui a dû coûter donc de l'argent du peuple n'a servi à rien. Comment on peut m'expliquer qu'un pays effilé comme le nôtre ne puisse pas avoir de scanner à l'intérieur du pays, de bout en bout? Lorsque les gens sont malades à Dakar, ils vont à Djougou, au Bénin, etc. pour se soigner. Voilà, Tangueta pour se soigner. Et quelle fierté on peut avoir d'être gouvernant et si nos propres citoyens sont obligés de s'évader de cette manière-là pour trouver les moyens de se sauver la vie. Je crois que là, il y a un problème. On doit pouvoir être franc avec soi, sincère avec soi, poser le vrai diagnostic, constater la faillite et puis donc vraiment décider d'opérer une thérapie de choc
qui permet d'améliorer de façon progressive la vie de la société. Sinon, bon, ben, écoutez, la raison d'être même d'un gouvernant sera malheureusement questionnée. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Secteur de la santé, s'il vous plaît, messieurs, les Togolais ont besoin d'être soignés et convenablement.